va accueillir une juriste, une avocate. Hein? Quelqu'un qui va nous aider à éclairer, à vous outiller, à vous donner des clés. Et donc, on accueille Solène Brugère, avocate au bureau de Paris. Elle est investie sur les enjeux de l'éthique. Pour les acteurs de la Silver Economy, elle est fondatrice aussi du cabinet Éthique et Avocats. Et avec... Assieds-toi, merci beaucoup. Et donc avec Rosette, alors vous allez discuter toutes les deux des enjeux, parce que tout ça c'est bien gentil, mais oui, mais... Ben, bonjour à toutes et à tous. Et vous voyez, quand le juridique rejoint l'humain, je suis toujours touchée de voir Monsieur Sylvain Conangle, parce que ma grand-mère était à l'EHPAD de la Madeleine. Et donc, évidemment, c'est lui qui a veillé sur elle dans ces dernières années de sa vie. Donc, vous voyez, c'est toujours très touchant. Voilà. Donc, merci de votre accueil. Je suis ravie d'être là avec vous pour ces sujets. Alors, nous avons... Tu poses un cadre juridique ou te poses... Mais déjà, je suis ravie de revenir parce que l'année dernière, déjà, nous avons passé un excellent moment avec votre ami gériatre qui était là sur la sexualité. Alors d'ailleurs, je fais un petit teasing. J'ai le grand honneur désormais, je vais être nommée correspondante de la chaire santé sexuelle de l'UNESCO. C'est un peu grâce à vous, parce que j'ai dit que j'étais intervenue à l'unanimité et que j'ai rencontré le fondateur de la chaire la semaine dernière, un médecin qui a fait des formations. Et il y a certainement des liens, parce qu'ils ont créé il y a déjà une charte qui existe, justement, ISA, qui s'appelle ISA, pour les établissements, pour justement mettre en place des bonnes pratiques autour de ces sujets. Il y a des formations, il y a des MOOC aussi qui existent, donc peut-être qu'il y a des liens à faire, en tout cas avec l'humanitude. Et donc, merci, voilà, aussi pour ces liens. Et j'interviendrai sur ce sujet la semaine dernière au défi autonomie à Lyon. Donc voilà, ces grands enjeux, pourquoi ? Ça touche le droit. En fait, l'éthique et le droit sont évidemment intrinsèquement liés. L'éthique, c'est un peu plus sexy que le droit, mais en réalité, c'est tellement lié. L'éthique, c'est de respecter les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, dont la liberté, justement, qui est peut-être la plus grande liberté parmi celles qui existent et le plus grand droit qui existe. Et ensuite, dans sa déclinaison, la liberté d'aller et venir. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui des craintes qui peuvent être exposées par les professionnels. Justement, c'est cette crainte de perdre la liberté éventuellement par une condamnation pénale en allant en prison. Parce que c'est en France la plus grande peine, c'est justement cette privation de liberté. Pourquoi ? Parce que c'est une liberté individuelle, essentielle, intrinsèque, fondamentale. Et donc, quand on prive quelqu'un de sa liberté, effectivement, c'est pour la punir, normalement. Donc, c'est très encadré. Et d'où... alors, on va continuer, mais... Voilà. Ah ouais, d'accord. Alors, je pense que vous avez des questions sur ces problèmes de contention, de liberté. Donc, je me suis rapprochée de quelques personnes dans les établissements de soins, dans les établissements labellisés, qui s'interrogeaient « qu'est-ce qui se passe si ?» Alors, une des premières questions, c'est en cas de chute mortelle, mortelle donc d'un habitant qui décéderait, dans les escaliers, donc dans des endroits qui pourraient éventuellement être dangereux pour eux, mais qui ne le sont pas pour nous. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la responsabilité du soignant qui a laissé cette personne partir dans les escaliers, ou tout simplement parce qu'il n'y avait pas de barrière, ou quelle est la responsabilité du directeur de l'établissement ? Alors, nous avons 3 heures. Alors, au-delà de 3 heures, nous avons que jusqu'à 15h30. C'est tout ? Ah mon Dieu. Bon alors, synthèse express, c'est justement le rappel du cadre, c'est ce rappel de ces injonctions un peu contradictoires qui vous sont faites et qui sont si difficiles, la liberté versus la sécurité. Vous avez cette obligation, et aujourd'hui, de garantir l'exercice des libertés fondamentales dans le cadre de vos missions. Donc c'est un droit qui est garanti, qui est dans notre socle de droits fondamentaux et de liberté tout en haut de la liste. Donc c'est l'objectif, ce serait de prendre les meilleures mesures pour garantir la liberté. Ce qu'il faut entendre aussi, donc on n'a pas le temps, mais c'est dans les grands textes, dans la Constitution, dans les lois,
Et dans le Code de l'action sociale et des familles, il y a l'article L311-4 qui est très important, et ces déclinaisons qui viennent encadrer précisément les mesures, les cas dans lesquels on peut mettre en place justement des mesures de contention. Et je vous invite justement à regarder, c'est le décret de 2016 qui est très mal écrit, qu'il faudrait reprendre sous forme de tableau beaucoup plus fluide, mais néanmoins qui donne exactement le cheminement qu'il faut suivre pour pouvoir mettre en place ces mesures privant éventuellement la liberté. Donc j'en viens à l'escalier. Donc ces textes-là encadrent, et ce qui est important pour voir si oui ou non il y a de la responsabilité, et quelle responsabilité, parce qu'il y a la responsabilité civile, il y a éventuellement la responsabilité administrative, la responsabilité pénale, tout ça est assez encadré. La responsabilité civile, c'est pour indemniser les blessures ou les dommages et intérêts. L'administratif, c'est quand on est dans des établissements de nature administrative. Et le pénal, vous le savez, c'est quand il y a des infractions qui sont déterminées, quand ça rentre dans les infractions qui existent en pénal. Et là, il y a toute une liste qui peut s'appliquer particulièrement à vos missions. Parce que ça touche des personnes vulnérables par nature. Donc ça, le code pénal encadre ça, prévoit que c'est une circonstance aggravante, c'est-à-dire que les peines sont même renforcées quand il y a des infractions volontaires ou non qui sont caractérisées à l'encontre de personnes vulnérables. Et puis, parce que il y a ces injonctions qui vous sont faites justement à la fois de garantir la liberté et la sécurité. Donc s'il y a des négligences, s'il y a des manquements de surveillance, s'il y a des manquements soit délibérés ou par négligence, en fait, on va analyser en fonction de la situation et du cas concret si oui ou non, dans ce cheminement, les mesures nécessaires ont été prises en compte, en place. S'il y avait, par exemple, assez de moyens humains, c'est toute la question des moyens humains que vous n'avez pas, ou financiers, mais c'est vrai. Et en fait, vous regardez tous les critères comme ça en amont, pour voir si oui ou non il y a une défaillance. Souvent dans l'organisation, quand il y a une condamnation, c'est que la juridiction considère qu'il y a eu un manquement dans l'organisation ou un défaut de surveillance caractérisé, etc. Donc en fait, finalement, même en regardant la jurisprudence, il y a des cas où il y a eu de la condamnation, surtout des établissements, pas forcément du personnel, ça dépend s'il y a des fautes qui sont commises par les membres du personnel. Mais il y a aussi des cas où il n'y a pas eu de condamnation pour des chutes aussi. Donc c'est un peu, on en avait parlé les dernières, ça dépend vraiment du cas par cas, mais dans les grandes lignes, ce qu'il faut bien retenir et avoir à l'esprit pour vous protéger, parce que c'est mon but, c'est de vous protéger, vous, d'éventuelles mises en cause de responsabilité, c'est en amont de bien entreprendre les démarches qui sont prescrites, qui sont même aussi recommandées. Il y a beaucoup de documents de bonnes pratiques aussi par la NES, il y a la conférence de consensus il y a déjà plusieurs années qui donne des clés, des guides de référence pour vous orienter, pour vous aider, pour vous guider, pour vous mettre sur le bon chemin. Et c'est tout l'intérêt des réflexions éthiques, des réunions régulières sur des points, pour voir et d'adapter en fonction pour telle ou telle personne. Donc si jamais, prenons les cas, et c'est un cas que j'ai eu récemment, alors finalement, moi je leur ai dit que je ne voulais pas poursuivre l'EHPAD, ce n'était pas mon objectif. Je voulais faire une réunion avec les médecins, avec les équipes, avec justement le cas d'une femme qui était en fauteuil, qui est tombée, on ne sait pas comment, dans un escalier, qui est morte, c'est vrai, dans d'horribles conditions. Donc c'est aussi un traumatisme pour les familles, il ne faut pas se cacher, hein, et son mari qui avait 90 ans, qui j'en ai jamais remis. Néanmoins, je me suis dit d'abord, allons comprendre, allons voir ce qui s'est passé. Si oui ou non, il y a une faute vraiment, ok, on peut assigner, mais c'est pas le réflexe comme certains peuvent l'avoir, c'est pas bon. Et puis ça ne résout rien, le justice surtout en ce moment. Donc pour un cas comme ça, par exemple de chute dans l'escalier, c'est pourquoi la personne était là, de voir un peu la chronologie, l'historique de ce qui s'est passé, quels étaient ses besoins en particulier. Est-ce que, en fait, on va regarder un peu tout ça, avec selon vos méthodologies de gestion des risques ou de prévention des risques, tout cet historique, qui devait faire quoi, où, comment, pourquoi, quels étaient ses besoins, et puis voir si oui ou non il y a des fautes et des défaillances. Si oui, alors effectivement la question se pose de la responsabilité. Si la personne qui se promenait quelque part ou qui marchait
parce que c'est bénéfique pour elle, et je voudrais qu'on en parle aussi, voilà, de ces bénéfices-risques, dans ces cas-là, on peut considérer qu'en l'état, il n'y a pas forcément de faute. Donc, parce que ce qui est très inquiétant, c'est qu'on pourrait avoir tendance à mettre des barrières devant tous les escaliers pour prendre zéro risque. Or, les personnes sont libres. Une personne qui marche, elle peut prendre des escaliers. Au contraire, l'escalier, c'est un instrument qui nous permet justement beaucoup de mobilité et d'entretenir sa santé, sa force physique. Bah oui. Et donc c'est un petit peu ça, si tu veux, que l'on craint, c'est que les établissements aient peur et donc mettent vraiment des barrières partout. Parce que dans le cas que tu signales avec cette personne qui chute d'un fauteuil, probablement que le fauteuil a été installé là par accident, je pense, par erreur. Sans mesurer, enfin, une personne ne va pas y aller se diriger en fauteuil comme ça. Voilà, vers un escalier. C'est possible. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a poussé? Voilà. On ne sait pas aussi. Il y a ça, peut-être parfois un autre résident qui a pu commettre. Et donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. Et il y a eu des cas, justement, précisément aussi, par exemple, de chute à partir d'un fauteuil. Avec cette même problématique, la personne avait été en fauteuil parce qu'il y avait des risques de fracture du col du fémur. Dans un cas, la justice a considéré que oui, à ce moment-là, quand la personne a chuté de son fauteuil, qu'elle s'est effectivement cassé le col du fémur, donc ça a engendré malheureusement un glissement et un décès quelques jours après, parce que dans les circonstances particulières, il y aurait dû y avoir du personnel de surveillance à ce moment-là. Oui, défaut de surveillance, alors condamnation. Mais il y a des cas, parfois, c'est pas non plus de la prison, ça peut être que des amendes. Et dans un autre cas quasiment identique, à ce moment-là, ils ont considéré que, à ce moment-là, il n'y avait pas besoin de... Tout avait été... c'est la vie, on va dire. La prise de risque est normale. La prise de risque, et donc il n'y avait pas de condamnation. Donc c'est vraiment important, vous voyez, d'affiner. Mais vous avez raison de souligner que dans les différentes contentions, on pense... quand on est attaché, évidemment, c'est atroce. Mais l'architecture, c'est une contention. Et Simone, d'ailleurs, de Beauvoir le disait dans son bouquin « Le vieillissement ». Dans les EHPAD, à l'époque, les hospices, c'était des vieux châteaux qui étaient réhabilités. En fait, il n'y avait pas de mesure. On fermait les portes et les personnes n'avaient pas accès. Donc, en fait, elles erraient dans un périmètre petit. Et dans les bénéfices-risques, c'est très mauvais parce que justement, elles ne sont pas stimulées. Donc finalement, ça aggrave la perte d'autonomie. Et cette mesure préventive à titre de précaution pour éviter qu'elle chute, finalement, a un impact sur la santé, sur sur les muscles, etc. Et donc finalement, le risque craint arrive puisque les personnes n'ont pas cette stimulation par la marche, comme vous l'avez très bien montré. Alors je pense que la question que je vais te poser est similaire dans la réponse, mais je te la pose quand même parce que c'est vrai qu'elle inquiète beaucoup de personnes. Tu as un habitant qui va partir de la structure, c'est-à-dire on est dans de la contention architecturale là, qui justement n'y est pas. Il n'y a pas de code, il n'y a rien. La personne sort de l'établissement, donc nous on travaille vraiment pour la liberté d'aller et venir. Donc je te dis tout de suite. Moi aussi, justement, on va y venir. Et donc cette personne s'en va et on ne la retrouve pas. Oui. Qui n'est pas ça pour l'établissement. Alors, ça fait partie, moi j'ai travaillé sur ces sujets, je continue, je centralise minutieusement tous les cas de jurisprudence que je présente en formation pour voir justement et rassurer aussi les personnels, pour bien comprendre aussi les raisonnements des juges. Parce que, pareil, j'ai envie de faire... on n'a pas le temps de détailler, mais dans l'argumentation, ce qui est important, c'est les précautions qui sont prises en amont, l'état de la personne. C'est vrai qu'il y a eu des cas de condamnation quand la conscience des risques potentiels était présente et qu'il a été considéré que des mesures insuffisantes que les mesures n'avaient pas été prises de manière suffisante par rapport à la personne. Et en même temps, donc moi j'ai vu des dernières jurisprudences qui m'inquiètent un peu parce qu'on voit une espèce d'obligation de sécurité renforcée qui revient, notamment quand il y a des personnes qui viennent des hôpitaux, plus personne n'en veut, donc il y a des EHPAD qui ont bon cœur, qui disent je vais prendre la personne, et puis à partir de ce moment-là, dès lors qu'elle rentre dans le périmètre, ça devient la responsabilité des personnes. Mais en même temps, en 2023, et c'est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même des rapports, notamment l'IGAS, qui a fait une recommandation en fin 2023, qui préconise l'arrêt des unités d'hébergement renforcées, en disant que c'est catastrophique, parce que ça a plutôt un effet inverse. Il y a eu aussi les États généraux de la maltraitance, qui ont rendu leur rapport en fin d'année dernière,
qui demande justement, vous parlez de contrat, c'est exactement ça, qui est un nouveau contrat pour garantir la liberté, sans dire comment, mais que c'est vraiment l'axe à déterminer. Il y a eu aussi la FEAP qui a fait des recommandations en parlant de pacte de responsabilité partagée. Et je voudrais justement vous partager par exemple, deux expériences qui ont été faites. C'est un EHPAD à Lorient, Tamaris, vous trouvez dans la presse, qui justement s'est dit, moi je préconise la liberté. Donc quand on rentre chez moi, il n'y a pas de contention. On a levé les mesures de contention, dit le directeur officiellement dans la presse. Mais on a mis d'autres choses en place. Et il y a ce pacte de responsabilité partagée ou de risque partagé, notamment avec les familles, avec les membres du personnel, pour dire, voilà, nos objectifs. Évidemment, il y a une vigilance, évidemment, mais quitte à choisir, on va toujours privilégier au maximum pour le bien de la personne, notamment quand elle l'exprime. Si elle a envie de sortir, elle le fait. Et un autre point, parce que dans le taxi, c'était rigolo, comme il dit, il n'y a pas de hasard. Il n'a fait que me dire que depuis ce matin, il ne prend que des personnes âgées en taxi, notamment une femme de 90 ans, et qu'il a vu, alors ça fait écho à notre sujet, une femme donc, de 90 ans qui, en traversant la route, était assez lente, et elle s'est fait klaxonner de manière atroce par un type énervé dans sa voiture. Donc évidemment, en fait, c'est toute une responsabilité collective et de citoyenneté de toute la société pour privilégier cette liberté. Moi, j'ai même envie qu'on mette des panneaux, c'est mon grand truc, comme à la campagne, on a des panneaux, attention, il y a des animaux qui traversent, devant les écoles. Non, mais c'est vrai, on a des enfants, attention, donc on ralentit, il y a des zones 30. Autour des EHPAD, on devrait avoir des panneaux, attention, il y a des personnes qui se baladent. Franchement, portons ça ensemble. C'est vrai. Ah, merci. C'est vrai. Surtout envie, c'est à nous de faire attention au lieu de J'avais fermer les pensé à portes. ça, Oui, mais j'ai eu cette idée l'année dernière. Je me dis mais enfin, mais pourquoi pas? On le fait pour les enfants. Moi, j'ai pas tellement envie qu'on m'identifie au vieux du panneau. Je suis un vieux. Non, mais en fait, moi, je modère. Et c'est notre rôle de discuter. On est là pour discuter. J'ai pas envie de ça. Je suis un adulte et j'ai envie de le rester jusqu'à la mort. Et j'ai pas envie qu'on me désigne comme un incapable. Et là, c'est écrit sur le panneau. Attention, il n'entend pas, il ne voit pas. Non, pas sur lui, dans la rue, comme autour des écoles. Sur le panneau, c'est écrit. On m'assimile à une déficience. Moi, non, c'est une précaution, comme quand on fait attention devant les enfants. Ouais. Ils n'ont pas forcément l'attention, eux, de regarder à droite, à gauche. Bah, s'il y a des personnes... Et comme ça, on privilégierait, tout le monde a le droit de se balader. Là, le directeur, je suis intervenue aussi dans un EHPAD, il m'a fait rire parce qu'il me dit, j'ai suivi dans la rue une personne qui veut se promener pour comprendre aussi ses habitudes. Mais finalement, c'est assez malin. Comme ça, ils ont vu, finalement, il faisait toujours un peu le même périmètre et il revient. Ensuite, parfois, il y a les voisins, il y a le fleuriste qui ramène la personne et voilà. Et donc... tout ça doit être encadré, mais... Ça existe, panneau. J'ai jamais vu, moi, les panneaux. J'ai même un film où il y a c'est vrai panneau, attention, personnage. Ah bah voilà. Et bah alors... Non mais... Et puis ensuite, de contractualiser, et ça c'est important pour vous protéger aussi, notamment avec les familles, dans ces cadres-là, et c'est aussi Chemin d'Espérance qui a fait cette expérience, avec cette notion de risque partagé, pour responsabiliser aussi les familles et éviter la plainte, etc. C'est notamment, par exemple, dans le projet personnalisé des personnes, vous pouvez, si la personne a envie, qu'on disait son choix, oui, il y a des risques, mais et puis on l'ajuste et on réévalue régulièrement ses besoins. Et si jamais il y a des difficultés, pourquoi pas le signaler aux autorités en disant moi je suis en difficulté, j'ai une personne, je ne sais pas quoi faire, mais tout ça, voilà, entourer, en tout cas encadrer. S'il n'y a aucun encadrement, on ne va pas se mentir, si rien n'est fait, si les personnes ne sont pas formées, oui, il y a des risques de condamnation parce qu'on considérera que vous n'avez pas fait le nécessaire. Mais si toutes les vigilances, les précautions sont prises au regard de ces dispositions et quand même de ces recommandations étatiques sur l'état général des maltraitances, en se calant dans ces objectifs-là, en justifiant des mesures d'accompagnement que vous faites et cet esprit-là, ça sera forcément pris en considération si jamais un jour il y aurait une difficulté. Merci Solène. Alors là, j'ai une question que je vais te lire, parce que c'est vraiment c'est demandé par les soins à domicile et on me compte carrément l'aventure. Voilà. Alors, lorsque nous accompagnons une personne âgée qui chute à répétition, avec toutes ses capacités cognitives, alors j'insiste bien là-dessus, bien sûr, et elle est à domicile. La famille inquiète a décidé de mettre une contention au fauteuil à l'encontre des souhaits de la dame. Pour la famille, la contention est un moyen de protection de la personne.
L'équipe retrouve madame en pleurs en chaque intervention et verbalise qu'elle préfère prendre le risque de tomber que de rester attachée dans un fauteuil jusqu'à la fin de ses jours. La famille exige que la contention soit maintenue. L'équipe soignante respecte les souhaits de la dame et ne met pas donc de soins de force ni de contention. En cas de chute, quel est le risque de judiciarisation pour la structure en sachant, alors tiens-toi bien, que la famille a récupéré une prescription médicale pour la contention? Sachant qu'il y a une prescription, l'équipe est-elle obligée d'appliquer cette prescription à l'encontre de la volonté de la dame? J'ai 1 minute. Tu as à peu près 1 minute. Non, mais c'est cette question, merci à la personne de l'avoir posée, parce que bon, elle est assez terrible, mais elle illustre assez bien quand même les problématiques aussi à domicile. Vous avez raison de le souligner. Moi, je voudrais voir la prescription, déjà. Pourquoi? Parce que vous savez, comme c'est très encadré. Alors, c'est aussi le sujet, on n'a pas le temps, mais la contention est très encadrée dans le secteur sanitaire, dans le secteur de l'hospitalisation, ce qu'on appelait les soins sans consentement, etc., avec des périodes, 24 heures, 12 heures, voire 6 heures, qu'il y a un juge de la liberté et de la détention qui doit être informé à un moment si jamais ça dure trop longtemps. Tout ça, c'est très encadré. Et vous, il n'y a pas d'encadrement. Donc, welcome, alors vous avez les personnes les plus touchées. Donc, c'est un sujet. Mais là, c'est très intéressant parce qu'on voit que la peur, en fait, a pris le pas sur le souhait de la personne. Et moi, j'ai eu un dossier comme ça, avec des directions d'EHPAD, précisément où, en fait, la personne préférait prendre le risque de chuter. Là, on a fait une alliance avec la direction, avec le médecin co, il y a eu des attestations, etc. Oui, il y a des risques de chute, mais c'est sa vie, et plutôt que mourir attachée, elle préfère vivre sa vie jusqu'au bout, selon ses souhaits. Et il y a quand même aussi un grand principe qui rejoint sur le soin, de cette liberté de soin. C'est aussi un grand principe. Si la personne exprime très clairement qu'elle ne veut pas, sa volonté doit être respectée. Voilà. Et donc la famille, moi, vous savez quoi, je signalerai au procureur que la famille est maltraitante. Voilà. Et on inverse. Et le défenseur des droits. C'est exactement ma réponse. C'est vrai? Vous n'avez pas... Voilà, j'assiste à une maltraitance, on a un devoir de protection. C'est une maltraitance, et c'est notre devoir de protection. Et donc là, il faut... Alors par contre, ce que je prendrais comme précaution, c'est de le faire écrire à la dame. Oui. Et je la filme en train de bien raconter tout ça. Oui. Parce qu'une fois qu'elle est morte, c'est compliqué. Moi, je suis prête à faire des attestations. Oui, je confirme que telle personne a déclaré... Là, je le vois, c'est différent, c'est sur la fin de vie, je vois que un souhait n'a pas été respecté, ça me bouleverse profondément. Donc, oui. Alors voilà, moi, pour les établissements concernés par cette problématique, je vous invite vraiment à parler avec les familles et à dire que vous ne ferez pas un soin de force, tout simplement. Vous ne contentionnerez pas la personne parce que sa liberté est une priorité. Oui. Voilà, ces décisions sont une priorité. Voilà. Bon. Si vous appliquez les conseils d'humanitude, ça devrait bien se passer. Et Solène, il ne nous reste vraiment... Je suis désolée parce que j'ai d'autres questions. C'est passé super le temps vite. Passe très vite, hein. Alors merci infiniment de tous tes conseils. Merci à vous. Alors, voilà. Et encore félicitations pour ces nouvelles fonctions. Je vais être la spécialiste du sexe dans les EHPAD. Merci à vous.